Bienvenue dans Périphérique. Au sommaire aujourd'hui, l'autisme en question. On commence à lever une partie du voile sur cette maladie. Dans sa bulle, dans son monde, se balançant d'avant en arrière, marmonnant des sons abstraits, c'est généralement l'image que nous avons de l'enfant autiste. L'autisme est une maladie troublante qui se manifeste assez tôt dans la vie, dès l'âge de 2 ans. Elle semble enfermer ses victimes dans un monde hermétique, un monde qui empêche ou rend très difficile les communications avec les autres. De toutes les maladies psychiatriques ou du développement neurologique, c'est l'autisme qui a la composante génétique la plus élevée. Des enfants qui ne parlent pas du tout ou qui parlent en écolalie. L'enfant répète mot pour mot tout ce qu'on dit. Des enfants qui ne comprennent pas une consigne toute simple. Des enfants dans leur eu la révélation qui ne cette semaine. réagissent pas quand on les appelle et qui ne jouent Une pas évidence avec les autres. absolue. Des En faisant une séance Des calme, cas un autiste Asperger. rare de l'autisme. Tout ce qu'il disait sur Et son vécu, c'était j'avais vécu la même chose. Le domaine des Rejeté, pointé du doigt, raillé à l'école. Pareil. Je me souviens de cette foule tout autour de moi qui me regardait comme ça avec, en me lançant pas des cailloux, mais enfin, beaucoup quand même de limite insultes. Enfin voilà, je dérangeais, j'étais pas comme tout le monde, je parlais pas comme tout le monde. Et ce jeune homme, autiste Asperger, aussi, tout pareil. En fait, nous sommes tous des autistes. À partir du moment où nous sommes au max, L'autiste il faut utiliser les ordres écrits Bactériostatiques 3 par Kanner. C'était un changement de comportement des enfants à la naissance. Situation extrême de quelque chose qui est dans le cadre Et de l'ensemble des maintenant, il y a psychoses. toujours bien sûr cet autisme mais aussi plus fréquemment. Et là, ça montre le rôle du facteur d'environnement. À l'origine, il y a une sorte de choc. Il n'y a pas eu de traitement qui peut être de différentes natures. On est parti sur des analyses, même avant de partir sur les analyses, le traitement m'avait semblé tellement parlant qu'on a commencé le traitement en même temps qu'on faisait les analyses. Et on a tout de suite eu un résultat avec d'abord peut-être de rechute sur les tout premiers jours de la prise antibiotique. On avait une augmentation, une réaction. Les premiers jours, on s'est dit comment va-t-on tenir? Et alors par contre, au bout de 5 ou 6 jours, c'est quoi l'autisme? Je sais pas, c'est une maladie mentale, c'est un retard, un délire comme ça. Après, non, il y a plusieurs formes d'autisme. Franchement, après, je sais pas. Il y a les autistes Asperger. Comment ça s'appelle déjà? C'est les super intelligents là. Asperger. Ah ouais. Non, après, franchement, je m'y connais pas des masses en autisme. C'est quand on est. Je sais pas comment expliquer. C'est genre, c'est pas que. Je réfléchis comment formuler. C'est quelqu'un qui a une intelligence différente que nous, qui est un peu genre qui aime pas trop les gens, qui a un peu du mal au niveau relationnel et voilà, après qui développe une intelligence différente de la nôtre. C'est ça un peu, non? Il y en avait dans mon lycée, il y en avait 2, c'était des jumeaux. Et je sais que c'était difficile pour eux niveau déjà le relationnel. Il y avait toujours une personne avec eux, genre un adulte qui était avec eux pour les encadrer, pour les aider à parler avec les gens, à faire tout ça. Et après, je sais pas, je leur ai pas vraiment parlé. Du coup, genre différent dans niveau relationnel. Ouais. C'est des personnes qui sont un peu dans la lune, je crois. Et je pense qu'ils ont quand même une intelligence particulière. Il y a des autistes aussi qui sont très intelligents. d'accord. Qui sont intelligents, qui sont même, voire surdoués. L'autisme, peut-être je ne vais pas bien vous le décrire. Je sais qu'ils sont très intelligents. Ils sont différents, mais on ne doit pas les considérer comme différents, moi je dis. Parce que, bon, c'est vrai, ils ont un dysfonctionnement... C'est quoi? Dysfonctionnement nerveux ou... Bon, moi je dirais que c'est une maladie, c'est assez compliqué à vivre pour les personnes qui vivent dans l'entourage de ces personnes atteintes par cette maladie. Un autiste, c'est une personne comme une autre, mais qui est un peu en retrait, je pense, par rapport aux autres. Mais elle est comme tout le monde.
Physiquement, elle est comme tout le monde. Pour moi, non, je porte pas de jugement sur un autiste. Bon, non, pas du tout, je crois. Bon, je dis pas qu'ils sont comme nous, mais moi je dis bon, que faut s'en occuper. Qui ressemble à tout le monde. Qui ressemble à tout le monde, voilà. C'est une personne un peu handicapée. Il me semble qu'il y a des autistes handicapés physiquement, non? Il bouge beaucoup, il saute beaucoup, et il est toujours en mouvement, très, très nerveux, quoi. Okay. Et puis des fois il y a la parole aussi. Comment ça? Ils n'arrivent pas des fois, pas tous, hein, articulés. Articulés. Ça dépend lesquels, hein, pas tous. Okay. Il y en a qui sont un peu agressifs. Il y en a, ils restent dans leur chambre pendant plusieurs mois. Ben ouais, ils sont un peu asociaux. Il y en a, ils sont asociaux, ils veulent plus du tout sortir. Il y en a, ils sortent, il y en a, ça dépend. Il y en a, ils les jugent, du coup, ils veulent plus sortir. Enfin, ça dépend. Je dirais pas qu'il y a de profil type parce que bien sûr, il y a plein de formes de types d'autisme différents. Je pense qu'il y a plein de stades d'autisme différents et il y a des personnes qui sont atteintes d'autisme qui sont totalement normales comme nous. Je veux dire, il n'y a pas de différence en soi. Comment est-ce qu'on diagnostique l'autisme? Combien de temps ça prend pour poser un diagnostic environ? Vers quel âge pensez-vous qu'on détecte l'autisme? Oula, alors ça, j'en sais rien, mais vraiment rien du tout. Je sais pas du tout. Je suis désolée. Il me semble que c'est vers l'adolescence, à peu près. Ah, on détecte ça, je pense, avant 6 ans. Je sais pas, vers 4-5 ans. Pendant l'enfance? Ouais, je pense peut-être. Après, je sais pas, après peut-être c'est comme d'autres maladies, ça se développe au fur et à mesure, mais après, je sais pas si c'est peut-être quand on est plus petit. Ça dépend, je pense, avec les QI, non? Mais non, parce que s'ils peuvent être hyper intelligents. Oui, justement, c'est par rapport au QI, s'ils sont super naturels aussi, ouais. Ça dépend, ça peut être une semaine. Genre, Dr. Garcia, elle avait vu une semaine autiste Asperger, Théa, je sais pas si tu vois ce qui est. Non, du coup, ça dépend. Ça dépend de la personne si elle parle ou pas. L'adolescence. Plus l'adolescence que l'enfance. Pensez-vous qu'une personne autiste puisse être indépendante, aller à l'école, travailler, être sociable? Moi, je pense, ouais. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, les personnes qui sont atteintes, déjà, je vois même pas pourquoi on parle de personnes qui sont atteintes, tu vois. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais je trouve ça un peu bête parce que c'est juste des personnes normales qui ont des droits, qui pensent comme nous, et c'est juste que la plupart du temps, on les comprend pas, on les met dans des cases parce que la société met beaucoup de gens dans les cases et on dit bon ben voilà, elle est autiste donc elle est différente, donc elle a ceci, donc elle a cela, mais en fait c'est juste des personnes normales qui... Voilà, donc oui, pour moi une personne qui est atteinte comme ça, à moins qu'elle soit, par exemple comme mon cousin qui a vraiment besoin d'aide médicale et tout parce qu'il a des problèmes de santé en plus, oui, elle peut être indépendante, elle peut faire tout comme une personne normale. Ça peut être possible si on s'occupe de lui. Okay. Parce que si on le laisse de côté... S'il a une structure qui le prenne, qui s'occupe personnellement, pas comme des structures qu'il y a où il ne s'en occupe pas, il peut s'en sortir. Je pense que, vous voyez, la première dame, comment elle s'appelle? Brigitte Macron. Elle va s'occuper des autistes. Oui, j'ai vu ça. Voilà, ça c'est bien. Que feriez-vous si votre enfant ou une personne de votre entourage se révèle autiste, que ce soit lors de son enfance comme à l'âge adulte? Que serait votre réaction? J'essaierai de l'aider. J'essaierai de l'aider au maximum. Ceci vous ferait-il peur? Non. Je préférerais que ça n'arrive pas, mais oui. Pas de différence. Tu avec, tu l'aides, tu fais avec. Mais il n'y a pas de différence. C'est un mec de la famille, c'est un mec de la famille. Est-ce que vous auriez peur? Pour autant. Comment? Ça vous ferait peur? Ça dépend, c'est la forme d'autisme. Mais peut-être peur si pour lui, autisme, tu vois, parce que tu dis... ça fait peur, ouais. Non, ça fait peur. Moi, je me dis ça fait peur parce que si mon daron, tu imagines mon daron, il devient autiste. Moi, il y a plus de sous qui rentrent à la maison. Du coup, il n'y a plus rien, c'est la crise au mic. Et voilà, tout le monde meurt. Ouais, mais après, imagine, t'as un gosse autiste, tu vas te dire putain, ouais, mais lui, il va subir. Moi, j'aurais peur pour lui parce qu'il va subir au tas de choses. Déjà, les enfants, ils sont débiles, du coup, ils vont se moquer. Je crois qu'il y a plein de choses. C'est pas forcément être autiste en soi, mais c'est plus. Déjà, de base, c'est l'handicap. C'est l'handicap de base, en fait, qui fait que les enfants se moquent. S'il est gentil, qu'il ne m'agresse pas, je peux le garder avec moi. Est-ce que vous pensez que l'affirmation que l'autisme est une maladie qu'il faut éradiquer est vraie? Qu'il faut éradiquer. Mais toutes les maladies, il faudrait les éradiquer. C'est-à-dire éradiquer. Attends, mais éradiquer, genre tu veux. Genre éliminer. Non, pas tuer la personne, mais éliminer l'autisme en fait. S'il ne pouvait plus y avoir d'autisme. Ce serait mieux, mais après, c'est la même. On verra la même chose. Eux, ils verront mieux, on va dire, parce que déjà, en enfance, il n'y aura pas de moquerie. Enfin, je dis l'enfance, mais il y en a aussi des adultes aussi. Ouais, même des adultes. Mais il y en a moins, parce qu'ils grandissent un peu dans leur tête. Ce serait mieux ça, c'est sûr.
Ah, ce serait bien si on pouvait, oui. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ça oui. Ok. Que pensez-vous qu'il faut... Ça serait formidable, oui. Étant donné mon discours depuis tout à l'heure, oui, je pense que c'est juste débile en fait. Enfin, je veux dire, chaque personne naît avec des particularités différentes et juste tout le monde est différent, donc je vois pas pourquoi il faudrait éradiquer des gens. Puis non, c'est débile en fait. Non, voilà, c'est tout. Comprenez-vous la colère que ressentent certaines personnes autistes envers les neurotypiques, donc c'est-à-dire les gens qui ne sont pas autistes ou les gens qui n'ont pas d'antécédents psy, et plus précisément envers les psychologues et les psychiatres en France. Pour vous, quelle en est la raison? Alors oui, c'est vrai, je peux comprendre ça, mais ça vient surtout du fait que les personnes qui sont atteintes se sentent hyper jugées par la société, par les gens, parce que dès qu'on dit qu'on est atteint de cette maladie, les gens nous jugent, mais en fait, il n'y a pas à être jugé. Et donc oui, c'est totalement compréhensible s'il y a des personnes qui se sentent offensées, jugées ou quoi que ce soit, et c'est normal qu'elles soient en colère et qu'elles aient envie d'être entendues, comme tout le monde en fait. Genre, j'ai envie de dire, moi si j'ai envie d'être entendue, et si une personne atteinte a aussi envie d'être entendue, je vois pas pourquoi moi je passerais avant elle. Enfin, je veux dire, on a tous les mêmes droits et on devrait tous être jugés pareil. Ah, mais ça, pas forcément. Moi j'étais en psychiatrie, c'est de la merde. Non, mais je suis désolée, quand t'as des problèmes. Ouais, t'as des problèmes sur la psychiatrie, c'est vraiment de la merde. Faut pas aller en psychiatrie, la vie de ma mère. Ça fait que t'enfoncer, la vie de ma mère, c'est vrai. Tu vas là-bas une fois, il y a les gens, ils te parlent de dépression et tout. T'es là, vas-y, faut que je sois dépressif, parce que c'est ça. C'est de la merde, la vie de ma mère. La psychiatrie, c'est pour personne. À part les pédophiles de merde, mais sinon c'est tout. La psychiatrie, c'est pour personne, la vérité, à part les pédophiles, c'est pour personne. Ça aide pas en soi. C'est censé être le meilleur hôpital, mais c'est de la merde. Non, moi, je connais quelqu'un ça les fait même pas progresser. Franchement, Juliana, ça l'a pas fait progresser. Regarde, elle est arrivée, elle était bien, et là, d'un seul coup, elle est quoi? Elle est tac, elle est pas bien, elle est devenue dépressive en plus de son autisme. Ouais, je sais quoi ça. La psychiatrie, c'est de la merde. Bref. Mon autisme pourrait être qualifié de léger, cependant l'autisme il n'y a rien de léger, c'est juste un spectre, donc pour moi une personne autiste qui pourrait être considérée comme lourde, qui ne parle pas, qui se tape tous les jours la tête contre des murs, elle a la même valeur qu'une personne on va dire brillante, qui a fait des études à Sciences Po, etc. Il y a des troubles associés, donc par exemple dyspraxie. Donc par exemple, je vais tenir un stylo bizarrement, comme les neurotypiques aimeraient bien le dire. Dyspraxie, c'est un trouble 10, donc qui affecte les troubles 10, c'est un trouble qui affecte plusieurs capacités, on va dire, des personnes. Et il y a différents troubles 10. Il y a le trouble 10 spatial, donc difficulté à se retrouver dans l'espace, etc., etc. Il y a aussi le trouble 10 des difficultés de coordination de gestes, donc ce que j'ai moi par exemple. Pour courir, je vais être obligé d'être hyper concentré parce que sinon mes gestes ils vont commencer à faire n'importe quoi et je risquerai de tomber. C'est que l'autisme est considéré différemment par les personnes et que même au sein de la communauté autiste, nous n'arriverons jamais à trouver un consensus pour savoir qu'est-ce qu'est l'autisme. Donc pour moi, c'est une condition neurodéveloppementale qui est différente et qui peut être handicapante ou ne serait-ce que frustrante au cours de plusieurs périodes de la vie. Il y a plus de 600 000 autistes en France, donc ce serait trop dur de tous les décrire, et même il y a 75 millions de personnes autistes dans le monde, donc quand même. Donc, sur le plan physique. Donc moi personnellement, sur le plan physique, on a souvent tendance à me dire que j'ai du mal à prendre soin de moi et que du coup je peux être un peu dark, on va dire. Oui, on nous dit souvent qu'on a l'air dark ou blasé, des trucs dans le genre, on nous dit souvent ça. Les personnes autistes se ressemblent aucunement toutes, donc là je vais parler pour moi-même. Alors personnellement, vu que personnellement mon autisme, c'est pas trop pris au sérieux, j'ai tendance un peu à le cacher. Donc ce qui peut être révélateur, c'est que par exemple il y a des moments où je vais être un peu gêné de regarder dans des jeux, ou encore avec le contact physique, déjà sur le plan physique, et après comportemental, je peux vite m'énerver ou j'ai encore du mal à comprendre certains. Si quelqu'un parle au second degré, j'aurais du mal à savoir s'il parle vraiment au second degré ou pas. Personnellement, je suis extrêmement sociable. J'ai pas du tout de mal avec ça, j'ai plutôt de mal avec les règles sociales et aussi avec les personnes que je connais pas. On considère que une fille pour 4 garçons sont touchés par l'autisme.
Cependant, je trouve que c'est plutôt lié à un sous-diagnostic des personnes autistes femelles, enfin filles, parce qu'en fait, vu qu'on n'attend pas d'une fille qu'elle soit, bruyante, donc du coup, bah, on va pas la prendre au sérieux et elle aussi, elle va pas se prendre au sérieux, donc du coup, elle va décider de cacher son autisme. Enfin, aussi, ça peut être présent aussi chez les garçons, par exemple, qui habitent dans des milieux sociaux difficiles, par exemple des cités, ou encore, bref, certains endroits, ou aussi par des personnes racisées, par exemple asiatiques, africains, etc., etc. Bref. Donc on aura souvent tendance à penser qu'une personne autiste sera blanche, souvent blonde avec des yeux bleus, comme on montre dans plusieurs reportages. En diagnostic de l'autisme, en fait, c'est un truc assez simple à diagnostiquer, ça prend environ 3 jours sur plusieurs domaines, sauf qu'en fait le truc, c'est que déjà rien que l'attente pour le diagnostic, ça peut durer de quelques mois à plusieurs années. Donc déjà ça c'est hyper handicapant. Et ça fait que certaines personnes reviennent souvent à s'auto-diagnostiquer pour éviter cette attente et aussi pour éviter d'être humiliées par les différents professionnels. Il n'y a pas d'âge en fait. L'idéal ce serait avant l'entrée en maternelle, sauf que souvent il y a plein de facteurs qui entrent en compte et qui font qu'une personne est diagnostiquée plus tôt ou plus tard. Ma mère et moi, ma famille, on a commencé à se poser des questions à partir de mon entrée en 4e, où j'ai commencé à faire un gros meltdown et j'ai commencé à me renfermer sur moi. Bon, là bien sûr je me suis réouvert, mais le meltdown c'est une crise en fait, ce qu'on peut appeler une crise. C'est après par exemple une émotion qui est mal gérée ou encore une sensation désagréable, ça va causer chez la personne autiste une saturation et c'est ça qui va la faire s'énerver, crier, etc., etc. Et après ça, soit elle peut rentrer en shutdown, c'est-à-dire ne plus vouloir parler, être enfermée sur soi-même et tout, ou soit ça va rester en séquelles psychologiques et après voilà. Pour moi, il y a un seul autisme, c'est le trouble du spectre autistique, comme les spécialistes aiment le dire. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est un seul autisme, on va dire. C'est une courbe, un signe infini sur lequel les différents autismes sont placés. Par exemple, lourdes, enfin les personnes qui sont décrites comme lourdes ou encore légères, etc., etc. Donc oui, une personne peut évoluer, par exemple, quand elle a 6 ans, elle peut très bien ne pas vouloir parler, et après, quand elle a 18 ans, elle peut très bien pouvoir être autonome, vivre tout seul dans un appartement, etc., etc. L'autisme, c'est pas une maladie, parce que déjà une maladie, ça fait souffrir en elle-même la personne. Alors, et donc du coup, par exemple, un rhume, ça fait souffrir directement une personne, alors que par exemple, l'handicap qui est la trisomie 21, ça fait souffrir personne. D'accord, la personne qui est trisomique ne souffre pas de son handicap. Par contre, elle souffre de la manière dont la société la voit et aussi des plusieurs défis que ça va lui causer d'être trisomique. Donc non, l'autisme n'est pas un handicap. Non, n'est pas une maladie, je veux dire. Les personnes autistes sont contre les psychanalystes et n'aiment pas les psychanalystes parce qu'en fait, la psychanalyse est une science, une pseudo-science, une fake med qui consiste à dire que tout ce qu'on a comme maladie ou handicap psy vient en fait d'un traumatisme que l'on aurait eu lors de notre enfance. Par exemple, si on est dépressif, c'est parce que quand on était petit, il y a notre père qui nous a cassé notre voiture qu'on avait eue à notre anniversaire. Alors en fait, c'est totalement con, parce que déjà ça marche pas pour des trucs qui viennent du cerveau, de la constitution elle-même du cerveau, comme la trisomie ou encore l'autisme. Et en plus, la psychanalyse, en fait, le rendez-vous lui-même de la psychanalyse, en fait, c'est un peu con parce qu'en fait, tu entres dans la salle, il y a la psychanalyse qui te demande comment ça va, et une fois qu'il t'a demandé cette question et que tu as répondu, tant que tu ne prends pas l'initiative de parler, il ne parlera pas et il t'observera. Déjà, c'est hyper gênant, et en plus, c'est totalement inutile. L'autisme, certes, c'est en partie handicapant à cause de la société et des gens, mais aussi il y a une partie d'handicap naturel, on va dire. Par exemple, pour la sensorialité ou encore pour la dyspraxie, bref. Dire que tout le monde est un peu autiste, c'est comme si je disais tout le monde est un peu trisomique. C'est hyper cliché, c'est un peu une insulte en fait. L'hypersensibilité en fait, c'est un concept
C'est un concept qui fait que tous nos sens, ou une certaine partie de nos sens, sont amplifiés. Par exemple, je prends pour exemple le toucher. Si une personne neurotypique se fait toucher, dès que le toucher arrête, la sensation d'être touché s'arrête aussi. Cependant, pour une personne autiste, 1, le toucher va être amplifié, et de 2, lorsque le contact physique va être arrêté, la sensation d'être touché va encore être prolongée. Ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes, hein, je vous préviens. Après, pour l'hypersensorialité, le truc, c'est pas qu'on entend des bruits hyper forts. C'est juste que des fois, on peut les entendre d'une manière un peu... soit comme si c'était une distorsion, soit comme si ces bruits nous envahissaient. Par exemple, je vais être en train de faire un exercice de maths par exemple, ou un DM. Et il y a mon petit frère ou ma petite soeur ou ma mère par exemple qui vont être en train de regarder la télé. On croit une récente enquête, un enfant sur 2 âgé de moins de 3 ans utilise régulièrement, très régulièrement même, un smartphone avec l'autorisation de ses parents. Pour certains, c'est presque une addiction qui peut être dangereuse. Alors, une personne normale, neurotypique, ne va pas faire attention à ça puisque de toute façon elle est concentrée sur son DM. Mais nous, les bruits vont venir s'inséminer dans notre cerveau et ça va nous embrouiller à tel point qu'on va plus pouvoir faire cet exercice et on va vouloir parer ce bruit pour être plus concentré. Donc soit on va utiliser nos mains pour cacher nos oreilles, ce que je fais rarement parce que soit on va utiliser des stratégies telles que faire des bruits avec nos mains. Parce que c'était très différent il y a encore 6 mois, 1 an, c'était un autre enfant. Ces images ont 6 mois et ont été tournées dans le cabinet d'une psychomotricienne. Hugo était alors un enfant dans sa bulle. Pour cacher ces bruits et pour pouvoir nous concentrer, en plus de diminuer cette sensation de stress. Voilà. Pareil, aussi pour le goût, ça c'est plutôt de l'hypersélectivité alimentaire. Par exemple, il y a des aliments qu'on va pouvoir choisir que d'autres. Mais ça c'est un peu plus lié au TCA. Je me réveille tous les jours à l'heure fixe. Je mange tous les jours à l'heure fixe et je mange la même chose tous les jours, ou environ la même chose. Sachant que je bois souvent du thé parce que le lait, voilà, j'aime pas trop. Après, je vais me laver, faire ma douche, me brosser les dents tous les jours à l'heure fixe. Je m'habille à l'heure fixe. Je pars de la maison à l'heure fixe. Je suis à l'arrêt de bus. Quand le bus arrive, je rentre toujours par la même porte. Je vais toujours me mettre dans le même endroit du bus. Je mets mon casque, je mets toujours la même musique. Et j'essaie toujours de me calmer par rapport au fait que je puisse arriver en retard. J'arrive à l'endroit où le bus doit arriver. Je vais prendre le métro. Pour le métro, là c'est un peu plus compliqué. Parce que aux arènes, il y a souvent les journalistes qui te proposent les journaux, enfin pas les journalistes, mais il y a souvent les vendeurs de journaux qui te proposent les journaux. Et ça peut être gênant. Donc ça, j'essaie souvent de l'éviter. Donc je valide ma carte, je descends les escalators, j'entre dans le métro. Et quand le métro est souvent saturé, en fait, c'est souvent un problème parce qu'il y a le contact physique, il y a les gens qui sentent l'après-shampoing, il y a aussi les gens qui écoutent de la musique. Je sors de la station en espérant qu'il est l'heure que je prévois. Ok, il est l'heure que je prévois, donc je sors du métro et j'essaie de marcher le plus rapidement possible pour arriver à l'heure au collège. Donc au collège, je vais en cours, je fais mon cours, c'est la récré. À la récréation, j'attends toujours mes amis au même endroit et après on parle toujours des mêmes sujets. Enfin moi en tout cas je vais toujours leur parler des mêmes sujets. Et après les cours ils terminent et là c'est exactement la même chose que le matin sauf que c'est inversé quoi. Je fais tout pour arriver au métro le plus rapidement possible. Après quand j'arrive à la station de métro, j'essaie d'arriver le plus rapidement possible au train et si c'est pas possible j'essaie d'arriver le plus rapidement possible au bus afin d'avoir le bus, afin d'avoir la place que je privilégie tous les jours. Et après je descends à mon arrêt et voilà. 15
15 janvier 2018. Je me lève tôt après une insomnie. J'ai dû dormir 3 heures maximum hier. Mais étrangement, je suis bien éveillée. Puis je prends la voiture. Je mets le son du poste à fond. Ça couvre le bruit extérieur et me rassure. Cependant, conduire me fatigue énormément. Je dois sans cesse faire un effort considérable pour passer les vitesses à cause de mes problèmes moteurs. Puis je prends le bus. Je cours car j'ai peur de le rater. Pourtant, j'ai 15 minutes d'avance. Mais j'angoisse. Puis je calcule le nombre d'arrêts avant le mien. Je dois tout calculer. Ça me fatigue aussi. Mais j'en ai besoin. Je mets des écouteurs dans mes oreilles, comme d'habitude. Ça me protège de l'extérieur, je pense. D'ailleurs, je suis toujours avec mes écouteurs dans la rue. Je ne m'en sépare pas. Je me laisse submerger par le son de musique qui me fait sentir bien. Arrivé à l'arrêt, je panique. Il y a du monde devant l'entrée. Je suis obligée de leur faire la bise, de faire semblant de sourire, de leur demander comment ils vont alors que je trouve ça stupide, puisque tout le monde répond toujours « Bien, et toi ?» même si ce n'est pas vrai. Et puis, si la personne veut me parler de sa vie, problème ou non, il n'y a aucun souci, mais obliger quelqu'un de parler, ça n'a pas de sens pour moi. En fait, là, je voudrais juste pouvoir être seule. On rentre en cours. La salle est éclairée par des projecteurs de chanter bien trop fort. Et ils résonnent. Super. D'ailleurs, le soleil était fort aussi ce matin. Le cours qui s'ensuit est un stage auprès d'un intervenant venant d'une école réputée. C'est intéressant. Mais il y a trop de bruit et j'ai du mal à séparer les conversations. Je panique, encore. Je tremble, j'ai mal au ventre et envie de vomir à cause de toute cette peur. En fait, je voudrais juste pouvoir m'enfuir. Je dois encore faire semblant d'être normale, ça me fatigue tellement. J'attrape mon téléphone, joue à un jeu que je gagne et me concentre dessus. C'est là qu'une fille me secoue, me sortant immédiatement de la partie en cours et me hurle dessus parce qu'elle n'arrêtait pas de m'appeler. Je l'avais entendu, je crois. Mais sans trop l'entendre. J'étais trop partie dans mon monde. On parle du Père Noël secret. J'ai préféré l'oublier celui-là. Je suis censée offrir un cadeau à quelqu'un que je ne reconnais pas, que je n'arrive pas à reconnaître ni à approcher. Super. Le tout lors d'une fête. Et j'ai horreur des fêtes. À part quand c'est mes amies du lycée, parce qu'elles sont plutôt calmes et que personne ne me force à faire quoi que ce soit. Si j'ai envie de prendre l'air ou de rester seule, on ne vient pas m'embêter et on respecte mes choix. 16 janvier 2018. Comme d'hab, je prends le bus. J'angoisse à l'idée que quelqu'un s'assoit à côté de moi. Malheureusement, un type me demande de me décaler. Génial. Je me cripse et réfléchis à comment lui demander de bouger quand viendra mon arrêt. Je finirai par lui demander maladroitement. J'arrive à l'école. Dans le foyer, il y a trop de monde. Je fais quand même l'effort d'y rester. Travail corporel en groupe. J'ai horreur de ça. Je préfère bosser seule et surtout pas sous forme de danse où je suis obligée de toucher l'autre. Et de me faire toucher. C'est un malaise total, d'autant que je ne comprends pas ce qu'ils veulent vraiment faire. Ça me fatigue énormément. J'ai du mal à coordonner mes mouvements. La représentation est un calvaire, je suis dans un brouillard et je ne sais pas comment me comporter. Je me sens ridicule, seule et perdue. On doit lire des poèmes devant tout le monde. Un des livres de poésie a une couverture en velours. Je ne peux pas le toucher sans avoir un frisson d'horreur. C'en est presque douloureux. Je suis obligée de me couvrir les mains pour le toucher. La lecture est difficile à cause de ma dyslexie. Je bute sur quelques mots. Je me mets à balancer mes pieds d'avant en arrière. Je suis stressée. Le prof nous apprend encore que le cours sera décalé d'une demi-heure. On finira plus tard, ce qui me panique. Ça va changer toutes mes habitudes. J'ai le cœur qui se met à battre. J'arrive chez moi.
Ma mère et mon père couvrent mon bullet journal avec un papier, car comme pour livre de velours, je ne peux pas le toucher. Mon père s'amuse à se moquer de moi en disant que je suis trop sensible et s'amuse à passer son doigt sur la couverture en me provoquant un frisson d'horreur. Le bruit que cela fait m'oblige à me boucher les oreilles. Le 7 janvier 2018. J'ai fait une bonne insomnie hier. Bon, rien d'inhabituel. Sauf que ce matin, à 8 h, il est impossible pour moi de me lever. Impossible de bouger. J'éteins mon réveil. J'allume même ma lumière, mais je n'arrive pas à bouger. Je suis terrifiée. Non, tétanisée. Je peux que me mettre en boule. Pourtant, je suis censée aller en cours aujourd'hui. Mais je ne peux pas. Je regarde l'heure. Déjà, il est tard. Je ne pourrai pas prendre mon bus. L'idée de sortir de ma chambre me terrifie. Ma mère m'appelle depuis sa chambre. Elle hurle pour que je me lève. Je n'arrive même pas à lui répondre. Vers 11 h, je suis réveillée par un bruit d'aspirateur qui m'envahit tout entière. J'ai l'impression qu'il est juste à côté de moi. Cependant, je n'ai même pas la force d'attraper mes écouteurs. Je reste là à végéter et je suis en colère contre moi-même. Il faut que j'explique mon absence en cours. Je ne sais pas trop quoi leur dire. La semaine dernière, je leur avais déjà menti. Pareil, j'avais été incapable de me lever. Je pars sur une excuse de voiture. Ma mère entre. Avec un pigeon. Dans la maison. C'est l'horreur. Cette bête fait du bruit en permanence. Je la déteste. Ma mère attrape l'aspirateur qui siffle. Ajoute au piaf, c'est un enfer. Je dois faire un effort considérable pour ne pas me rouler de nouveau en boule et me boucher les oreilles. 18 janvier 2018. Aujourd'hui a été un jour un peu bizarre. Je m'en sors bien au niveau relationnel. Quelques éléments notables. Lors d'un exercice en théâtre, le prof me fixe un drôle d'air. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je me contente de rire bêtement. Puis il m'apprend qu'en fait c'était un reproche, là où j'avais cru à une possible blague. À la maison, je suis exténuée. Je dis à ma mère que je me vois bien monter une compagnie de contes pour enfants. Elle me dit que je n'avais qu'à faire un autre job à côté. Je le prends comme une attaque. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas dit ça. Je t'ai juste dit que tu pourrais faire prof de théâtre et conteuse. » Je reste stupéfaite, tellement j'ai cru à une attaque personnelle. Je suis tellement fatiguée que je m'endors devant la télé que je suis obligée de monter pour pouvoir l'entendre à cause des sons qui se mélangent de mon frère et mon père qui parlent. Rapidement de ce que je peux faire. Alors, tes références, c'est Albert Dupontel. Je suis exténuée. Vous êtes autiste? Ma réaction. Pour moi, je me suis pas du tout aperçu que vous étiez. Enfin, je sais pas. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. D'accord. Vous êtes autiste? Ça se voit pas. C'est comme les deux gars qu'il y avait dans mon lycée, on voyait pas. N'écoutez pas les gens qui vous jugent. Juste ça. C'était une blague ou c'est la vérité? C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, tu peux leur demander aux personnes qui a ça à chaque fois qu'il y a une personne qui a un problème, je vois qu'il y a un problème, tout le temps je rigole, mais là, la maman m'a choqué les gars. Non, en vrai non, ça se voit même pas. Franchement, ouais, ils sont naturels, juste j'avais cru qu'il était un peu timide, mais... Mais le pire, c'est que j'en étais sûre. Depuis tout à l'heure, j'en étais sûre. Que pensez-vous qu'il faudrait améliorer dans notre société pour les personnes autistes? Plus les intégrer. Plus les intégrer déjà, parce qu'ils sont pas assez intégrés, je trouve. Mais ils sont mis à l'écart. Quand tu vois quelqu'un d'autiste, t'as pas envie d'aller lui taper la conversation, y en a parler avec lui. Enfin, moi aussi, mais il y en a non. Non, mais voilà, tu portes forcément un regard sur la personne. Tu vois. Je sais pas, je pense que déjà, rien que vous, déjà par exemple, c'est bien ce que vous faites, je trouve, parce que la plupart des gens ont des préjugés et des idées préconçues. Genre par exemple, je parle d'une amie, mais c'est vraiment un cas extrême. On lui parle de personnes qui sont un peu différentes, mais ça peut être des autistes, des trisomiques ou n'importe quoi. Et d'un coup, elle va faire « Ah mais non, je peux pas parler à cette personne-là », mais... Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut ouvrir son esprit et se dire que ces personnes sont comme nous et qu'on est tous pareils. Enfin, je pense que, voilà, c'est ça. Il faudrait montrer aux gens qui ont des préjugés et tout ça que, finalement, leurs préjugés sont juste infondés. Dès qu'on dit à une personne qui n'est pas atteinte d'autisme, dès qu'on parle d'une personne atteinte, cette personne va avoir des préjugés, peut avoir des préjugés en tout cas, et
peut directement se dire ah ben elle n'est pas indépendante, c'est comme ce qu'on disait avec la personne que vous avez rencontrée, voilà, et se dire ah ben elle est différente de moi, donc avoir des préjugés, sauf que en fait c'est infondé. Et donc les choses qu'il faudrait mettre en place, je sais pas, par exemple des conférences, des interventions un peu comme vous, et parce qu'il faut faire réfléchir les gens. Expliquer ce que c'est, déjà expliquer ce que c'est l'autisme. Parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup, genre par exemple la trisomie, on en parle beaucoup plus que l'autisme. On explique plus ce que c'est à tout le monde, quoi. Tout le monde est plus informé, alors que l'autisme, il y en a qui se disent, j'en ai déjà parlé avec mes amis, ils pensaient que c'était être à moitié trisomique, être autiste, et ils confondent les deux. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. Donc déjà, si on informe plus les gens, peut-être ça peut évoluer. Je m'appelle Julie Daché, j'ai 33 ans et j'ai été diagnostiquée autiste Asperger tardivement à l'âge de 27 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des spécificités de l'autisme au féminin. J'ai eu un parcours de vie assez chaotique jusqu'à mes 27 ans. J'ai vu beaucoup de psychologues, de psychiatres, de médecins en tout genre, etc. Et aucun n'a réussi à mettre le doigt sur mes difficultés et à poser un mot sur ma différence, simplement parce qu'en France, l'autisme est très mal connu. Je m'appelle Brittany, j'ai 23 ans et je suis une jeune femme autiste Asperger. Quand j'étais petite, j'étais à fond dans les dessins animés. J'ai regardé à chaque fois qu'ils passaient à la télé. J'avais des jouets, des livres, des DVD. Et toujours les mêmes, ça me saoulait jamais. Quand on dit que quelqu'un clame son innocence, par exemple, en fait, il suit un ensemble de codes sociaux, quoi. Si on veut montrer qu'on est innocent, en fait, on doit appliquer un certain nombre de règles plus ou moins codifiées, etc. Il ne faut pas s'habiller comme ça, il faut avoir l'air, je ne sais pas, éploré ou que sais-je, il faut soupirer. La personne avec autisme ne saura pas se défendre de manière socialement convaincante. Disons très schématiquement, l'idée c'est la suivante. Parce que les gens avec autisme, ils ont une certaine je regarde des films mais il y a des moments où ça peut connaître après tout par cœur, les répliques, les acteurs qu'il y a dedans, même leurs fringues, ce qu'ils portent, comment ils s'appellent, et qui jouent avec eux. Comment ça s'est passé le syndrome d'Asperger encore plus, surtout lorsqu'il s'agit des femmes, puisque l'autisme s'exprime de façon beaucoup plus subtile, d'où cette errance diagnostique très longue, et en fait mon cas n'est pas du tout un cas isolé, il est plutôt représentatif de la plupart des parcours des femmes autistes. On dit que pour l'autisme, au sens large, il y aurait une femme autiste pour 4 garçons autistes, ou pour l'autisme sans déficience intellectuelle, une femme autiste sur 9 garçons autistes, mais qu'en réalité, peut-être c'est totalement faux, et que ça se trouve dans quelques années, on se rendra compte que c'est une femme autiste pour un homme autiste, c'est juste qu'on n'arrive pas à les détecter et à les diagnostiquer. Alors pour être